Alors, on va démarrer donc cette première partie de l'après-midi qui porte sur les orientations, donc les pistes d'action, hein, que faire une fois qu'on a identifié les problématiques. Et on va commencer cette session par une intervention de Madame Asnar et Madame Fett, qui sont toutes les deux membres de l'IREPS Occitanie. L'une positionnée, Margot Fett, sur le département de la Haute-Garonne, et Karen Asnar qui est positionnée sur les Pyrénées-Orientales, et qui sont pour l'une référente régionale au sein de l'IREPS sur les questions de santé mentale, et pour Margot, référente de tout ce qui touche au CLS, CLSM. Oui, pardon. Excusez-moi. Voilà, donc je leur laisse la parole. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est là pour vous présenter très rapidement, ça durera un petit quart d'heure, le thème de la santé mentale dans les politiques publiques territoriales et locales, parce qu'on a trouvé que ça nécessitait un petit peu d'explication. C'est quand même très très vaste et très très complexe. Donc on a choisi d'aborder ce sujet-là de la manière la plus concrète possible. Et donc, on va aborder le sujet de manière assez globale. Donc, dans le principe, les enjeux et le contexte, c'est l'augmentation des besoins et des attentes vis-à-vis des soins psychiques et psychiatriques. On en a parlé bien ce matin. Et effectivement, il y a des besoins, il y a des attentes. Et parfois, les moyens ne sont pas forcément là. Le soin psychique doit s'inscrire dans un écosystème favorable au rétablissement des personnes. J'ai pu en parler aussi à la pause avec certaines personnes. Cette thématique est portée, la thématique de la santé mentale en globalité, est portée en France et au niveau territorial avec des priorités, notamment sur les assises de la santé mentale fin 2021. Certains ont dû en prendre connaissance. Avec 30 mesures et un chiffre de 1,9 milliard dédié sur 5 ans à la thématique santé mentale en global. Les feuilles de route sur la santé mentale et la psychiatrie de 2019, qui sont déclinées en région sur les feuilles de route régionales. Donc nous avons une feuille de route régionale santé mentale en Occitanie. Ce qui permet de lutter contre la stigmatisation, notamment avec des actions très ciblées sur le terrain, d'appuyer le développement aussi des CLSM, dont on vous parlera tout à l'heure, et de mettre en place des projets territoriaux globaux de santé mentale. Voilà, on ne va pas aller plus loin dans les précisions, on pourra en parler plus tard. Le projet territorial de santé mentale, alors qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est vrai qu'on en parle, on essaye de le croiser avec d'autres notions, mais on a toujours du mal à situer exactement les dispositifs les uns par rapport aux autres. Donc c'est une nouvelle organisation territoriale de santé mentale qui est élaborée et mise en œuvre à l'initiative des professionnels. Ce qui est intéressant, c'est une vision globale et non cloisonnée autant que possible du sujet de la santé mentale. Ce n'est pas que du soin, ce n'est pas que la prévention, c'est vraiment un mélange de l'ensemble des dispositifs. Et c'est bien entendu à l'échelle du département. Donc le PTSM a quand même mis en place la possibilité, a créé le contexte pour pouvoir développer les collaborations des différents niveaux d'intervention, notamment avec une véritable politique de santé mentale partagée et décloisonnée, autant que possible, et qui permet d'améliorer l'accès aux soins, au parcours de santé et aussi au parcours de vie avec tout un tas de partenaires intermédiaires sur ce parcours personnel. C'est important d'insister sur le fait que le PTSM est une démarche multipartenariale en fait. Donc c'est vraiment plusieurs niveaux d'intervention avec plusieurs types de partenaires et de collaboration. Les échanges se font au niveau du diagnostic de territoire,
qui est élaboré à l'initiative des professionnels et des établissements, mais qui inclut surtout des acteurs du sanitaire, mais aussi du médico-social et du social. Voilà, du logement, de l'insertion. En fait, chaque PTSM va être un petit peu spécifique par rapport à la situation territoriale. Mais c'est important aussi de penser aux représentants des usagers, ce qui n'est pas forcément systématique quand on n'est pas encore en PTSM. Donc, c'est une démarche, on va dire, favorable au fait qu'il y ait vraiment des intersections de travail en collaboration. Le diagnostic est arrêté bien sûr par les ARS, après avis des contrats locaux de santé, donc les CLS, notamment dans la partie CLSM. Et donc on a tout un tas de structures qui viennent abonder ou qui viennent donner un avis sur cette proposition de projet. On rentre pas dans les détails, on est d'accord. C'est déjà très complexe, on a plein d'acronymes. 100% des territoires sont couverts en région par un PTSM. Alors, concrètement, il y a 6 coordinateurs de PTSM à l'heure actuelle. Donc, vous avez les départements qui sont cités. Il y a d'autres recrutements en cours, puisqu'un coordinateur de PTSM est là pour faire vivre, en fait, ce projet, et non pas uniquement avoir un projet et attendre de voir ce qui se passe. C'est vraiment là pour animer, pour faire vivre et pour développer les projets en fonction des besoins. Et ensuite, on va élaborer aussi les contrats territoriaux de santé mentale qui sont en cours sur 13 départements à l'heure actuelle au niveau de l'Occitanie. Voilà. On aura des questions certainement. Et pour synthétiser l'articulation entre les conseils locaux de santé mentale et les projets territoriaux en santé mentale, les PTSM, ils sont à l'échelle du département, alors que les CLSM, c'est vraiment une dynamique locale au niveau des villes et des intercommunalités. Donc le conseil local de santé mentale, il va donner son avis sur le diagnostic, sur le projet. Ça peut être aussi une fiche action dans le cadre du PTSM. Et donc l'articulation, elle se fait à ce niveau-là. Il y a aussi des réflexions nationales en ce moment sur cette articulation, justement. Comme les PTSM, c'est des dispositifs nouveaux qui sont en cours de création. Donc le 29 novembre à Nantes, il y a la journée nationale des CLSM où seront abordés ces questionnements avec les ARS, les élus, les représentants d'usagers et également les professionnels du secteur médico-social, sanitaire et social. Bon, donc du coup, le nuage de mots serait très certainement venu abonder cette image que vous connaissez certainement, que sont les déterminants de santé mentale, puisque l'idée, c'est aussi de retravailler. Alors, on va pas redéfinir, puisque ça a été fait ce matin, les déterminants de santé mentale, mais c'est vrai qu'on est sur ces 3 domaines principaux. Les ressources psychologiques individuelles, ce matin, ça a été abordé, donc on passerait rapidement. Le tissu relationnel et le contexte politique et sociétal. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions sur ces sujets-là. Petite définition très rapide. Alors, je ne veux pas m'énerver contre la zapette. Surtout pas. Voilà. Donc, la promotion de la santé mentale, c'est une définition qui est très globale. Ce qui est important, c'est aussi de prendre en compte le fait que la santé mentale, c'est un élément, une composante de la santé en général. Et ça, c'est important aussi de le comprendre, et que dans cette promotion de la santé mentale, vous avez la petite partie prévention des troubles mentaux, qui est aussi la partie soins, la partie accès aux soins de manière plus spécifique. Donc la santé mentale englobe énormément de notions, et c'est pour ça qu'on a voulu mettre cette définition là. Hop là, voilà. C'était bien jusqu'à présent. Hop, voilà. Et ce qu'aurait aussi fait ressortir le nuage de mots, qu'on imagine, c'est les déterminants de la santé qui sont en lien avec les politiques sociales et économiques.
Par exemple, les inégalités sociales, les services sociaux, les politiques de l'emploi, les politiques de crèches et des écoles, sur lesquelles, en fait, qui sont des compétences des villes et des intercommunalités, sur lesquelles, du coup, il est possible d'avoir un impact, d'agir en tant que technicien et élu local, et du coup, d'avoir un impact sur la santé mentale des habitants et habitantes. La culture également, les infrastructures, tout ça, voilà, c'est des compétences locales. Donc la santé mentale, c'est pas à proprement parler une compétence des villes et des intercommunalités, mais par le biais d'autres compétences, il est possible d'avoir un impact. Comment ? Ah, et bien du coup, on va pouvoir illustrer ça avec le nuage de mots. Ouais. Ah oui, il est encore plus beau que prévu. Ouais. On n'est pas déçus. Donc, très très bien. Voilà, donc encore mieux que le schéma sur les déterminants de la santé, tout apparaît. Donc l'environnement, les professionnels, les compétences psychosociales qui sont un levier fort pour agir sur la santé mentale. Par exemple, dans les crèches ou dans les écoles, ça peut être un levier pour agir sur la santé mentale des enfants et des jeunes, et donc plus tard des adolescents. L'égalité d'accès aux soins. Qu'est-ce que je vois encore qui apparaît fort ? Le logement. Magnifique, beau travail. Transport, scolarisation, entourage, tout ce qui est le lien social, qui est un déterminant de la santé mentale, comme on l'a vu. Le lien social qui apparaît une deuxième fois sous une autre forme. Super. L'isolement. Voilà, donc on pourrait, dans un prochain travail, thématiser et arriver à faire le lien entre les différents mots, voir à quoi ils appartiennent. Donc ça, c'est un premier jet, mais qui est le soutien à la parentalité, je vois aussi. Voilà, bon très bien. Merci. Donc les communes, elles jouent un rôle majeur en faveur de la santé mentale, déjà par la proximité, parce que ça permet vraiment d'ajuster les interventions aux besoins locaux. Les élus, ils sont au plus proche des besoins et ils peuvent du coup adapter leurs actions, lutter contre les inégalités. Et la santé mentale sont un enjeu transversal. Toute décision prise par une collectivité a des conséquences sur la santé des habitants et des habitantes. Et également, le dynamisme et l'attractivité d'un territoire ont pour préalable l'état de santé, le bien-être et la qualité de vie de sa population. Donc ça, c'est un dernier argument, mais qui est tout autant important. Et du coup, j'en profite pour faire la référence aussi au Psycom, qui interviendra par la suite avec leur brochure très intéressante de la santé mentale dans la cité, où on peut vraiment bien comprendre pourquoi une commune a toute sa part et toute sa marge de manœuvre en santé mentale. Donc l'intervention d'une commune, elle s'inscrit dans une dimension plus large de promotion de la santé mentale, car elle permet de mobiliser de multiples acteurs, les acteurs du sanitaire, du médico-social, de la précarité, les personnes concernées, de cibler les milieux clés, les écoles, les bailleurs sociaux, les logements, d'avoir vraiment cette vision proche du terrain, et également d'agir de manière plus forte vers les personnes les plus vulnérables. C'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné, d'avoir un impact et une marge de manœuvre plus forte vers les personnes les plus touchées, les plus vulnérables. En quoi les collectivités sont concernées par la santé mentale? Donc on l'a vu et vous l'avez mis, l'éducation, la petite enfance, mais également l'urbanisme. Il y avait tout ce qui était environnement dans le nuage de mots, et ça peut en effet faire écho à l'aménagement du territoire, qui a un impact positif sur la santé mentale, et on l'a vu pendant la crise sanitaire et les confinements. Les personnes qui étaient le plus proches d'espaces verts ou qui avaient accès à des jardins partagés avaient une meilleure santé mentale, et par exemple le jardinage communautaire également peut avoir des impacts positifs sur la santé mentale. C'est d'ailleurs le sujet des sismes de cette année, environnement et santé mentale. On voit vraiment ce lien très fort et qui se dégage de plus en plus au cours des années. Et également la culture et le sport, qui sont des compétences des villes et qui peuvent améliorer et agir sur le rétablissement des personnes concernés par des troubles de la santé mentale, ou même en amont agir en prévention, et également sur tout ce qui est insertion, rétablissement. Et de manière encore plus concrète et locale, ça peut se déployer via les conseils locaux de santé mentale.
Le conseil local de santé mentale, c'est le volet santé mentale des contrats locaux de santé, et c'est une plateforme en fait de concertation et de coordination autour de la santé mentale d'un territoire. Il se déploie autour d'un 4 quarts, il est présidé par l'élu local, il est coanimé par la psychiatrie publique et il intègre également les personnes concernées ou usagers et les aidants. Et il est piloté par le coordinateur du CLSM et une coanimation avec l'ARS peut être envisagée. Donc l'objectif principal, c'est vraiment de définir des politiques et des actions locales qui permettent l'amélioration de la santé mentale de la population. Les actions d'un CLSM, elles s'adressent à toutes les personnes et pas seulement les personnes concernées par un trouble psychique. On est vraiment dans cette vision large et globale de la santé mentale, même si elle vise spécifiquement les personnes et les groupes à risque. Il est centré sur la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles, et il favorise donc la résilience individuelle et les environnements de soutien. Il vise essentiellement les déterminants sociaux collectifs, et il est vraiment intégré dans une démarche multipartenariale avec le champ sanitaire, médico-social, associatif, et toutes les directions de la municipalité, logement, travail, culture, urbanisme. Donc les CLSM, ils ont plusieurs avantages, à la fois pour les usagers du système de santé. Ça permet une meilleure prise en charge, un meilleur accès aux soins, un meilleur accompagnement, mais également pour les professionnels, parce que c'est un espace de mise en réseau et de coordination. Et dans certains cas, ça peut faire émerger également des annuaires ou des fiches ressources pour que les professionnels se connaissent mieux entre eux. On en parlait ce matin, cette importance du maillage territorial et de la connaissance des professionnels entre eux. Le conseil local de santé mentale, c'est aussi un lieu pour ça. Et également pour la population, parce que ça favorise une approche citoyenne, ça prend en compte la santé mentale dans la cité, ça favorise l'attention portée à autrui et ça informe sur les troubles mentaux et les handicaps psychiques pour une meilleure représentation et une lutte contre la stigmatisation. Okay. Donc on l'a déjà abordé, mais le CLSM, il se déploie autour des personnes concernées, avec un maillage territorial assez large, comme vous pouvez voir les acteurs du parcours de santé mentale, de la prévention à l'insertion. La participation des personnes concernées, c'est un enjeu majeur dans les politiques territoriales et locales en santé mentale. Et pour la favoriser, c'est important de co-construire dès le début de la démarche le projet, de construire un langage commun avec la vigilance dans le choix des mots et leur signification, d'expliquer bien aux professionnels le contexte de la démarche et également de changer les rapports. Par exemple, on va pas forcément faire une réunion dans les mêmes conditions qu'une réunion formelle dans le cadre d'un CLSM qui intègre des personnes concernées. On va adapter le lieu, on va adapter les méthodes d'animation pour ne pas avoir un rapport forcément descendant. Et concrètement, on voulait juste vous présenter l'exemple d'un CLSM, donc qui est le CLSM Montagne Catalane, dans le département des Pyrénées-Orientales, et vous voyez concrètement comment il peut se décliner. Donc on a le CLSM au milieu, avec à la fois des actions en prévention et promotion de la santé mentale, par exemple l'organisation des semaines d'information en santé mentale, le déploiement du programme PRODAS, qui agit sur les compétences psychosociales auprès des personnes qui vont dans l'éducation nationale travailler auprès des jeunes. Ça permet d'améliorer le parcours et de prise en charge et également de renforcer le réseau et la dynamique entre partenaires. Donc on a vraiment ces 3 angles qui est bien représenté dans le CLSM Montagne Catalane. Voilà, en conclusion, on peut retenir que les dispositifs locaux comme le CLSM sont une déclinaison finalement au plus près des besoins du territoire, des orientations départementales, régionales, mais aussi nationales. Tout est vraiment imbriqué et cohérent dans le meilleur des cas. Merci beaucoup. Alors, j'appelle maintenant Monsieur Rigoulot et Madame Potier qui vont nous parler donc des MDA. Oh, pardon, je suis dans le champ encore. J'y arriverai pas. Hein. C'est voilà. Oui, si vous voulez, tournage des PowerPoint. Donc, ils font partie de la coordination régionale des MDA. Voilà. Bon, moi, je me présente. Donc, je suis Ingrid Potier. Je suis coordinatrice de la Maison des Ados du Tarn.
Et j'occupe avec mon collègue qui est pas là, Bruno Chichignou, qui est directeur de la Maison des Ados de l'Hérault, une partie de la mission de coordination régionale des maisons des ados Occitanie. Et Philippe aussi, mais avec un rapport plus sur le régional, sur le national. Peut-être. Mais tu t'es présenté tout à l'heure. C'est ça. Il s'était présenté déjà. Donc du coup, l'idée c'est un peu vraiment de vous parler des maisons des ados de manière un peu générale et plus particulièrement sur l'Occitanie. Et puis après, on répondra éventuellement à vos questions. Donc du coup, les maisons des ados, elles ont été initiées vraiment avec l'idée au départ d'être sur des lieux dédiés aux questions adolescentes, qui puissent aussi s'adapter au temps et au mode de vie aussi des adolescents, mais aussi de pouvoir recevoir dans ces structures leur entourage, même si on est vraiment sur des structures dédiées aux jeunes. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir accueillir questionnements, difficultés, souffrances sous toutes ces manières, sous toutes ces formes et quelles que soient les thématiques, dans un espace qui soit peu contraignant, plutôt souple et plutôt accessible. Et les objectifs vraiment globaux, en tout cas, c'est vraiment d'apporter une réponse très globale, très large, pluridisciplinaire, pluri-institutionnelle. On en a déjà un peu parlé ce matin. Et puis proposer vraiment un espace d'accueil, un espace de parole, un espace d'écoute qui permet d'être vraiment dans la question de la prévention, dans la question de favoriser l'accès aux soins. On y reviendra. Les structures maisons des ados ne sont pas des lieux de soins. Donc ça, faut qu'on le répète à chaque fois. Mais voilà, on prend soin du public qu'on accueille, mais on n'est pas un lieu de soins en tant que tel. Et voilà, avec une prise en charge, si possible, pluridisciplinaire. Et on est vraiment là pour soutenir les jeunes dans leur projet de vie, dans leur projet d'autonomie. Ça, c'est important aussi pour nous. Et l'idée, c'est d'être aussi une structure qui peut, à un moment donné, favoriser la continuité, la coordination des parcours en santé, mais pas seulement, et sur des prises en charge, puisqu'on voit bien effectivement des ados qui parfois ont des ruptures, et comment on peut travailler cette question-là avec eux. Et puis l'autre point important aussi, on y reviendra, c'est un lieu ressource, les maisons des ados, pour l'ensemble des professionnels, des acteurs locaux. Et l'idée, c'est vraiment comment on travaille sur la mise en réseau de l'ensemble de ces acteurs sur un territoire. Voilà, moi vous avez vu, j'ai la partie facile, c'est une flèche. Presque 20 ans déjà, les maisons des ados, dès 2005, Claire Brissier, défenseur des enfants, qui lance l'idée de structurer des dispositifs de ce type-là partout en département. 2008, c'est la création de l'association nationale des MDA, donc qui acte le fait que un certain nombre de dispositifs sont déjà créés sur le territoire national. 2008-2015, c'est la phase de déploiement, d'essaimage des MDA. Et pour ce qui concerne Occitanie, on arrive déjà en 2016 avec un cahier des charges national qu'on va se mettre à décliner en région à partir de 2019, même si les projets préexistent évidemment à ce cahier des charges, mais qui est une réactualisation. Et 2021, on est à 13 MDA sur le territoire. Donc du coup, les maisons des ados, c'est un réseau, donc on le voit à la fois national, un réseau régional qui vraiment depuis qui existait avant 2019, mais qui s'est vraiment construit tous ensemble avec la grande région et voilà un réseau qui s'est étoffé, puisque maintenant effectivement tous les départements d'Occitanie ont leur maison des ados, la toute dernière étant celle de la Lozère, qui nous avait déjà rejoint, mais voilà, qui en tant que telle fait partie du réseau et qui est portée par une mission locale. Sinon, on voit que beaucoup de maisons des ados sont portées par des associations, généralement des associations locales, et dont notamment, comme ici dans l'Aude ou sur le Gers, par les PEP.
Et puis après, on a 2 MDA qui sont portés par des hôpitaux dans l'Ariège et dans le 65. Et puis une MDA donc dans l'Hérault qui est portée par un GCSMS. Alors là, on voit les villes, enfin par département, sauf que en fait, ce dont on se rend compte, c'est que vraiment il y a plusieurs lieux d'accueil par département. Donc soit il y a des sites principaux ou un site principal, des antennes, des permanences. En tout cas, l'idée c'est de pouvoir, si possible, multiplier quand c'est possible, en fait, des différents lieux d'accueil. Et sur la région Occitanie, ça représente à peu près une 50aine de lieux d'accueil différents pour les ados, pour les parents sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, ça, on passe de sites principaux. Je les ai pas mis parce que sinon on comprend plus rien sur la carte. Et puis beaucoup de permanences aussi qui sont délocalisées pour aller vers les jeunes. Alors, les MDA, c'est avant tout une culture du travail de réseau. On a essayé de résumer ça en 4 mots. Le premier, c'est communauté. Donc, c'est l'idée d'une communauté de professionnels qui travaillent en maison des adolescents, qui petit à petit commencent à partager une culture commune. On a une association nationale, on a des journées nationales qui se tiennent et qui nous permettent régulièrement de confronter nos pratiques et d'essayer de comprendre ensemble, au fur et à mesure qu'on conduit l'action voilà, ce qu'on est en train de faire. En fait, c'est quelque chose qui se remet sur le métier régulièrement. Pluralité, ce qu'a illustré tout à l'heure Ingrid, l'idée que la nature du portage juridique des dispositifs, elle est variable. C'était dans le cahier des charges l'intention du ministère de laisser les acteurs aussi se saisir de cette question de l'adolescence et de voir comment, dans les territoires, les différents partenaires allaient pouvoir s'en saisir sans qu'il y ait de préséance pensée au départ. Agilité dans le sens où voilà, ces missions de CMDA sont partagées par tout un ensemble d'acteurs et de partenaires qui passent beaucoup de temps à s'ajuster et à se réinventer. On est sur des dispositifs assez plastiques qui sont très sensibles aux évolutions sociétales et à ce que nous donnent à voir les adolescents. Donc les équipes d'MDA sont très impactées au quotidien par ce que viennent y rapporter les adolescents ou les professionnels et les parents qui les accompagnent. Et elles ont le souci de s'ajuster dans leur offre au quotidien à partir de cette agilité. Et collégialité, c'est un mot fondamental pour nous, dans le sens où le cœur de projet des maisons des adolescents, c'est la question de la pluridisciplinarité, de pluri-institutionnalité. Pour le figurer, une maison des ados, vous avez une grande salle de réunion, une grande salle d'équipe dans laquelle vous avez des professionnels qui sont recrutés directement par la structure porteuse et puis des professionnels qui sont mis à disposition par des institutions partenaires. Donc, on y retrouve dans ces configurations d'équipe des professionnels qui sont issus de cultures professionnelles différentes. Ce sont des médecins, des éducateurs, des psychologues, assistants sociaux, avocats, assistants sociaux, etc., infirmiers, et qui représentent aussi des cultures institutionnelles différentes, puisque ce sont des professionnels détachés par les centres hospitaliers, la PJJ, le Conseil départemental de protection de l'enfance, la DICTO, etc., etc. L'enjeu pour nous de cette pluridisciplinarité et de cette pluri-institutionnalité, il est multiple. Il y a un premier enjeu autour de comment on crée les conditions dans un lieu pour qu'un adolescent s'autorise à rentrer en lien avec un professionnel. Et ce qu'on a bien identifié, c'est que, j'en parlais tout à l'heure dehors avec je sais plus qui, l'adolescent, il choisit la personne dans laquelle il va placer sa confiance et qui va lui permettre de trouver un espace d'élaboration psychique d'une difficulté qu'il traverse, qu'il rencontre. Et donc, plus on multiplie les clés d'entrée, les possibilités d'entrée dans un même espace, et plus on facilite la possibilité qu'un adolescent choisisse l'entrée qui est la plus confortable, et combien on a d'équipes qui nous rapportent toujours, voilà, un jeune qui vient sur une difficulté scolaire, et puis ce qu'on travaille au final, c'est tout à fait autre chose. Donc il y a ce premier enjeu d'accessibilité dans la pluridisciplinarité. Il y a un deuxième enjeu autour à la faveur d'un accueil et d'une prise en compte dans la file active, staff clinique, réunion d'équipe, et on s'est rendu compte là aussi qu'on était quand même plus intelligent à plusieurs que tout seul. Donc on a, à partir d'une situation clinique, des éclairages multiples de professionnels qui viennent chacun apporter sa lecture de la situation et de ce qui fait nécessité dans l'accompagnement de cette situation, ce qui peut faire aussi priorité.
Et le troisième enjeu qui est intéressant sur cette pluridisciplinarité, c'est la pluri-institutionnalité. C'est-à-dire que, à partir de ce staff clinique, peut se dessiner un parcours d'accompagnement d'un adolescent qui va mobiliser différentes compétences à différents moments. Et l'ensemble de ces compétences, elles sont déjà au sein de cette maison des adolescents. Donc, quand il va falloir articuler un parcours dans lequel on va à la fois imaginer un temps d'hospitalisation, mais un espace aussi de parole pour du soutien à la parentalité, mais aussi un séjour de rupture parce qu'on a un enfant dans un environnement toxique dont il faut sortir, etc., etc. Toute la structure de ce parcours, elle peut se réfléchir et se construire à partir du staff de la maison des adolescents. Et un adolescent, il se trouve sécurisé dans cet environnement assez contenant par le fait que notamment il a la possibilité de retrouver celui ou celle qui a été son premier interlocuteur en première intention dans l'institution qui va faire cet accompagnement à moyen terme. Typiquement, un adolescent de 13 ans pour qui on va construire un parcours d'accompagnement en pédopsychiatrie. Bon, à la fin de l'entretien, on remet pas une carte de visite de l'hôpital du coin en disant t'as qu'à téléphoner et puis ça prendra 1 an et demi. C'est comment la même personne, l'infirmier du service de pédopsychiatrie que je trouve à la MDA, je vais le retrouver au sein de l'hôpital et on va comme ça accompagner, sécuriser, soutenir la démarche d'accompagnement vers le soin de cet adolescent. Donc voilà un peu l'ambition de cette pluridisciplinarité, de cette pluri-institutionnalité, c'est un accès le plus large possible, une réflexion partagée sur la dimension clinique de ce qui est accompagné, et ensuite la sécurisation du parcours parce que l'ensemble des acteurs qui gèrent le parcours de cet adolescent, ils sont peu ou prou présents au sein de cette MDA. Pour continuer sur ce que développait Philippe, effectivement, ce qui est intéressant dans les maisons des ados, c'est la mise à disposition d'un certain nombre de professionnels qui travaillent pour différentes institutions. Donc bon, là, on a des compétences des acteurs institutionnels, mais c'est pas exhaustif. On peut élargir en termes de santé, en termes d'action sociale, du conseil départemental, de l'ASE, de l'éducation nationale, l'éducation populaire, de la justice. Enfin voilà, on a vraiment plein de possibilités et d'ouvrir au maximum ces partenariats, ce qui permet effectivement à un moment donné de mieux comprendre qui fait quoi en dehors de la maison des ados, parce que la maison des ados, elle n'a pas pour vocation à faire ce qui se fait déjà, mais bien de éventuellement coordonner, en tout cas de mettre en mouvement les uns avec les autres, et surtout effectivement de permettre à des jeunes de rentrer en lien avec des structures peut-être qu'ils ne connaissent pas, ou en tout cas vers lesquelles ils n'iraient pas d'emblée. Donc ça c'est un phénomène intéressant. Et puis l'autre point vraiment, c'est que chaque maison des ados a un fonctionnement et des ressources très très différentes les unes des autres en fonction des territoires. Donc voilà, ce qui se fait dans certaines maisons des ados ne se feront pas ailleurs. Par contre, on a 4 missions socles, c'est-à-dire des choses qu'on retrouve dans toutes les maisons des ados. C'est donc l'accueil, l'écoute et l'information, donc de manière très généraliste, quelles que soient les thématiques, l'évaluation et le repérage des problématiques, des situations, la prise en charge, mais qui reste de courte durée, et avec souvent fait d'aller et retour dans les maisons des ados. Un jeune, il vient, il repart, il revient, il peut revenir des années plus tard. Enfin voilà, il y a pas de contrainte, il y a pas de contrat. C'est libre à lui de l'utiliser comme il veut. Et puis la question de l'orientation qui fait que à un moment donné, on va pouvoir s'articuler avec les structures, les ressources locales, pour permettre de répondre au mieux à des situations, à des besoins qu'un jeune pourrait avoir, et avec lui. Et comment on va accompagner cette orientation. Et seulement si besoin, parce que on oriente aussi beaucoup en interne dans les maisons des ados entre professionnels. On vise 3 publics cibles, les jeunes, donc adolescents, jeunes adultes. Donc certaines MDA, en général, c'est 11, 21, voire 25 ans. Pour de plus en plus de maisons des ados, c'est aussi jusqu'à 25 ans, jeunes adultes. Les parents et les familles, on s'aperçoit qu'on accueille beaucoup de parents avec ou sans ados sur les maisons des ados. Et puis les professionnels qui accompagnent familles et adolescents. Et puis des conditions d'accueil et des valeurs auxquelles on tient beaucoup. C'est donc la notion de gratuité pour que cette accessibilité chez nous soit possible. La libre adhésion, donc jamais de contraintes
peut-être sur le premier accueil des fois, parce que l'ado il est un peu tiré, on en parlait ce matin, la demande elle est souvent du côté des adultes et pas forcément du côté des ados. La possibilité de venir avec ou sans rendez-vous, le principe de l'anonymat ou sinon de la confidentialité, et puis la possibilité d'y venir par plusieurs portes d'entrée, qu'elles soient voilà, sur une démarche individuelle ou plutôt collective. Un très rapide portrait, hein. On ne savait pas très bien si vous connaissiez les MDA, donc juste quelques données pour vous faire toucher du doigt cette réalité. Une quarantaine d'heures d'ouverture hebdomadaire en moyenne, la possibilité de rendez-vous en moins de 2 semaines et, comme le disait Ingrid, des accueils spontanés, des équipes de taille autour de 14 professionnels, comprenant l'ensemble des professionnels qui travaillent ou qui sont détachés. Mais qui représente, je précise, autour de 8 ETP. Parce qu'on pourrait croire que, voilà. Oui, parfois les personnels détachés, ils viennent très peu de temps. Ça peut être une demi-journée par semaine. Ce qui est important pour nous, c'est qu'à chaque fois qu'on intègre un partenaire complémentaire dans l'équipe de la MDA, c'est une culture professionnelle et une culture institutionnelle qui rejoint cette équipe-là, avec tous les bénéfices que j'expliquais tout à l'heure. J'en profite pour rebondir sur l'intervention de l'infirmière scolaire qui parlait tout à l'heure, je ne sais pas où elle se trouve, mais simplement pour dire, moi je rêve du moment où on aura un personnel de l'éducation nationale détaché dans une MDA, pas pour faire de l'accueil ou du premier accueil ou de la prise en charge, mais plutôt un personnel qui permettrait de faire le lien avec l'établissement scolaire, avec les établissements scolaires, parce que ça reste une institution qui est énorme et compliquée. Et quand on a des professionnels qui doivent ensuite se retourner vers l'institution scolaire pour faire un retour, pour se dire où est l'infirmière scolaire, parce que ce sont des professionnels qui sont très sollicités, donc qui sont sur du multisite aussi, comme les assistantes sociales. Est-ce qu'il va falloir construire un aménagement de la scolarité du jeune, etc., etc. Avoir en interne quelqu'un qui connaît les arcanes, qui connaît les interlocuteurs, qui sait embarquer cette culture-là, pour nous, ça serait très précieux. Voilà, l'appel est lancé. Voilà, un peu moins de 9000 jeunes, des adresseurs, donc beaucoup l'éducation nationale, beaucoup des professionnels de santé, notamment le secteur de pédopsychiatrie aussi. Et puis l'entourage. Une fois que la MDA est installée, assez rapidement, on a des jeunes qui sont venus une première, une deuxième fois, qui n'hésitent pas à orienter leurs copains. Les motifs principaux, voilà, santé psy, santé mentale, la vie scolaire, et puis les conflits intrafamiliaux. Et voyez la place qu'occupent les mises à disposition dans les MDA. 100% des MDA ont du personnel détaché dans leur fonctionnement d'équipe, ce qui est vraiment le cœur du projet. Pour aller vite, effectivement, notre projet global, il se construit avec les partenaires et avec l'équipe. Et donc, notre activité principale dans les maisons des ados, c'est l'accompagnement individualisé au cas par cas. On est vraiment sur quelque chose qui est pas forcément protocolaire. En tout cas, on essaye de s'adapter, d'être souple, comme le disait Philippe, à ce que le jeune nous amène, à travailler aussi sur l'élaboration des demandes, parce que parfois ils viennent sans demande. Donc, comment on prend en compte cette question-là, et puis comment on peut travailler aussi avec l'entourage et la famille. Donc, il peut y avoir des entretiens familiaux, ou alors des fois des entretiens, un professionnel avec un jeune et un autre professionnel avec la famille, pour séparer ces espaces et permettre à chacun de pouvoir parler, être écouté à sa place, et pas forcément ensemble à ce moment-là au niveau de l'adolescence. On peut aussi être sur des actions collectives qui peuvent prendre vraiment différentes formes. Ça peut être des ateliers, des groupes de parole, ça peut être aussi des interventions, notamment dans les établissements scolaires, beaucoup sur des différentes thématiques. Et puis on a vraiment une mission aussi vraiment d'appui auprès des professionnels qui peuvent nous solliciter, ou vers qui on peut aller, soit sur un accompagnement, mais aussi sur des thématiques, des problématiques qu'on peut penser aussi ensemble, sur des analyses de situation. Enfin voilà, plein de choses sont possibles, sur la formation, sur des rencontres, de l'animation territoriale. Enfin voilà, ça peut être très très large, et du coup, à chaque fois, c'est ce qu'on dit, il faut pas hésiter à nous solliciter, vous, professionnels, et c'est pas simplement ouvert que au public, aux jeunes et aux parents, c'est aussi, on travaille aussi avec vous. On est là aussi pour vous. Et peut-être dernière
toute dernière. Dernière slide, je sais pas combien de temps il nous reste. 1 minute, ouais, ben. Super. Les enjeux qui viennent, c'est d'ensemble, en tout cas de notre place de MDA, participer à la définition un peu de la stratégie locale de santé des jeunes dans les différentes instances qui ont été citées tout à l'heure. Renforcer le maillage face à la désinstitutionnalisation. On voit bien qu'on est de plus en plus en appui sur le libéral, de plus en plus avec des dispositifs ambulatoires. Et là où avant les murs des institutions faisaient contenance, il y a une réflexion à construire sur la manière dont, au contraire, le tissu partenarial, le réseau partenarial, quelqu'un parlait de maillage tout à l'heure, je crois que c'est très vrai, cette question du maillage, qui peut faire cette contenance-là, qui peut réaliser cette contenance-là. Donc l'intention des maisons des adolescents, c'est d'être de plus en plus en lien avec les professionnels des territoires pour construire, tisser ce maillage fin qui a en tant que tel une fonction soignante, c'est-à-dire comment chacun depuis sa place doit pouvoir être en capacité d'investir une fonction soignante sans nécessairement être médecin. Je crois qu'il y a une avancée collective à construire. Les ressources manquent, on l'a vu tout à l'heure. La symptomatologie s'aggrave, on l'a vu aussi tout à l'heure. Et comment on fait face ? Ben, je crois qu'il faut se rassembler. Il faut faire du collectif et prendre appui les uns sur les autres. Peut-être que ce qu'on peut travailler aussi, c'est à soutenir et renforcer les compétences parentales, comme les premiers acteurs du soin. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup, en gros, c'est quasiment un tiers de la file active des MDA qui est concernée par des parents d'adolescents qui viennent en première intention exposer leurs difficultés. Il faut qu'on puisse les outiller, travailler avec eux, les soutenir dans ces fonctions parentales. Évidemment, développer les actions de prévention, on en a parlé tout à l'heure, et puis le PSSM, et puis la pérédance, parce que ce sont des discours performatifs, ceux qui sont tenus de jeunes en direction d'autres jeunes. Et effectivement, cette capacité à se déplacer sur les territoires. On a beaucoup de ruralité, encore en Occitanie, des territoires montagneux, des territoires de campagne. Donc comment, soit en prenant résidence chez des partenaires, soit en organisant notre propre mobilité d'équipe, on arrive à aller au-devant de ces adolescents qui sont parfois très en déni. Michel, il parlait de déni en intro ou en refus de soins, et comment on va aller chercher pour les accompagner au plus près de leur lieu de vie. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Merci beaucoup. Du coup, Mohamed, c'est à vous. Donc, on accueille maintenant Mohamed Gaouti, qui est coordinateur des Déclics, du réseau Déclics, au niveau régional. C'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais parler des déclics, des dispositifs de clinique indirecte concertée, qui sont les anciens réseaux de soins. Alors, j'ai remis un petit slide là sur l'action quand même du problème à l'action pour revenir sur le fait que c'est l'adolescence. Le docteur Vigne en a parlé un petit peu ce matin, mais il y a eu des préoccupations et il faut souligner c'est le fait que l'État, l'agence, les politiques se sont quand même intéressés finalement même si on dit assez tardivement, ils se sont intéressés et quand ils ont mis les moyens, ils ont essayé de faire au mieux. En tout cas, au départ. Pour rappeler, en France, la première unité psychiatrique de soins intensifs pour ados a vu le jour en 1986. Donc, c'est pas si loin. Et puis, dans les années 80, il y avait quand même, je m'excuse pour les psychiatres, des formes de dogmatisme, mais pas que pour les psychiatres, du côté de l'éducation spécialisée aussi, c'était le tout psychiatrique ou le tout éducatif. Donc on sort de tout ça tous ensemble. Et donc je voulais saluer quand même l'engagement de tous ces professionnels et en particulier des professionnels tels que évidemment le docteur Vigne, mais aussi le professeur Reynaud, le docteur Abadi et d'autres qui ont participé dès 1999 en partant du constat du manque de moyens et d'articulation, en tout cas sur la Haute-Garonne, par rapport aux adolescents qui présentaient des troubles psychopathologiques, le fait de mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire et pluri-institutionnel. Donc, se sont mis autour de la table et une vingtaine de participants se sont réunis et ont mis en place une instance rap clinique
qui continue aujourd'hui, qui se donnait comme objectif d'améliorer la connaissance réciproque des différents partenaires et de favoriser leur échange, leur élaboration en commun et la circulation d'informations et d'idées, ce qu'on fait un peu aussi aujourd'hui. En 2004, souligne aussi la création du premier diplôme universitaire adolescent difficile, approche et pratique interprofessionnelle. Donc ça, c'était dès 2004. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet en parlant des ados. Alors ça, je vais vite passer parce que en termes de données, on a eu vraiment de manière très précise et fine ce matin. Et je vais pas avoir l'outrecuidance de reprendre ce qui a été dit. Et donc je vais passer assez rapidement. Si ce n'est que quand même, on peut relever que en fonction quand même, pour les enfants en tout cas, les jeunes filles, on voit que à 17 ans, pour les filles placées, 13 fois plus de risques. Ça, c'était quand même un des chiffres que je voulais souligner. Évidemment, on parle beaucoup des enfants qui se retrouvent à 18 ans avec le drop-out lâché de partout. Comme disent certains, on ne se verrait pas avec nos propres enfants à 18 ans à dire « Bon, allez, tu te débrouilles, à toi l'avenir, tu prends ton appartement, ton autonomie, et puis on verra. » Donc, les jeunes en difficulté multiples. Donc, pour situer, par exemple, par rapport au MDA et à d'autres dispositifs, parce qu'on est beaucoup sur l'idée de la multiplication de millefeuilles, de dispositifs, etc. Les déclics, c'est vraiment spécifique dans la pyramide de Kaiser. Je vous invite à regarder sur Internet, c'est assez rapide. C'est vraiment le niveau le plus élevé au niveau de l'intensité et au niveau de la durée pour les jeunes qui sont en souffrance. Donc, de qui on parle? On parle d'adolescents à difficultés multiples, on les a qualifiés d'incasables, d'inclassables, de patates chaudes parce qu'on se les repassait les uns et les autres. Je fais attention au temps. Mais avant tout, ce sont des adolescents, très souvent, un peu comme des sismographes, très sensitifs et ressentent beaucoup plus justement le lien ou le manque de lien qu'ils ont pu avoir. Et ce sont des enfants qui ont eu souvent, en tout cas, très précocement, été exposés à des formes d'agression, de carence, et qui entretiennent une forme de destructivité intrinsèque. Accéder à leur monde interne est difficile. Alors souvent on dit il faut aller voir le psychiatre, mais déjà ils sont phobiques du soin, donc aller voir le psychiatre c'est pas si simple. Donc il y a un préalable au soin, un prendre soin et le soin, et on s'inscrit tous ensemble sur ce triptyque-là, pardon. Donc la violence fondamentale, elle existe chez tous les enfants, mais souvent les parents classiquement font un peu dalle de résilience et s'occupent de faire en sorte que ça puisse passer. Mais pour d'autres, ça ne passe pas et ils continuent à être exposés. Et comme dirait Rémi Puello, il appelle ça les abusés narcissiques. Et pareil, je vous invite à lire ou à aller sur le site du RAP. On a de la bibliographie. Donc, ce sont des jeunes qui luttent contre la stigmatisation aussi. C'est pas si facile que ça. Et nous, on voit beaucoup en RCP des jeunes qui se retrouvent à prendre un costume trop grand pour eux, c'est-à-dire le costume du délinquant très souvent. Donc, il y a des collègues de la PJJ ici dans la salle. Enfin, il y a beaucoup d'adologues dans la salle. Donc, vous voyez très bien les ados dont je parle. Et ils préfèrent avoir et essayer, en tout cas, tenter d'être un adolescent délinquant qu'un adolescent fou. C'est plus compliqué. Donc, ce sont des adolescents souvent frontières, à la limite vraiment de toutes les institutions. Et très souvent, ce qu'on a envie de se dire quand on parle de patates chaudes, ça va très loin. C'est-à-dire que, comme dit souvent, puisque je travaille avec lui, le docteur Vigne, on a envie de les satelliser très très loin. Alors, dans les séjours de rupture, très très loin, et il est arrivé quelquefois que avec le contexte Covid, on a une adolescente en commun, elle est partie pour 9 mois, Covid est arrivé, elle est restée 18 mois. Donc il a fallu l'accueillir et ça a été assez difficile. Alors.
Donc, je commente pas le slide, je vous laisse le lire. Hein. Vous avez vu que ces jeunes-là, ils passent par plusieurs équipes. Donc, quid de qui fait le fil rouge un peu de leur placement. Alors, on a parlé des familles. Évidemment, ils ont pas des parents et ils peuvent avoir des parents tout à fait ordinaires pour certains. Et là, on peut voir quand on recherche, mais je vais rentrer plus précisément sur le travail clinique. Quand on recherche un petit peu, qu'on fait des investigations, on peut trouver des difficultés psychiques, sociales, manque de ressources, manque de prothèses sociales. Et des traumatismes divers et variés. Hop. Là, c'est la coordination et les enjeux qu'il y a pour nous tous, quels que soient nos champs, que ce soit du social, du judiciaire, le travail de l'insertion qui est fondamental aussi, parce que ce sont de futurs citoyens en devenir, et donc travailler l'autonomie, l'insertion sociale, c'est vraiment fondamental. Donc la médecine de ville aussi, c'est important de travailler avec les médecins de premier recours. Et on a entendu tout à l'heure la consultado, avec qui je peux un peu travailler quelquefois. On voit bien que c'est très important, la connaissance des médecins de premier recours. Là, j'ai voulu vous montrer un petit peu la constellation partenariale et transférentielle que peuvent avoir ces ados. Je ne sais plus qui est-ce qui a parlé de confiance, il me semble que c'est Monsieur Rigolo. Avec les ados, ils peuvent se retrouver quand même avec ce partenariat. Hein. Et donc, dans ce partenariat, on voit bien qu'ils peuvent choisir, effectivement, l'infirmière scolaire. J'ai été longtemps sur l'UMES, une équipe mobile en pédopsychiatrie, et effectivement, les infirmières scolaires sont souvent détentrices de beaucoup alors de la bobologie parfois, mais parfois de choses très très compliquées, de ce que peuvent vivre ces jeunes-là. Et donc, gagner la confiance des ados, c'est un peu, comment je pourrais dire ça? La confiance des ados, c'est un peu ce qu'on doit créer aussi entre nous, là, chez les adultes. C'est une histoire de confiance, mais la confiance, ça se gagne avec les ados vraiment goutte à goutte, et ça se perd en litres. Donc, voilà, il faut réussir à travailler là-dessus. Alors, les déclics, c'est une spécificité de la région d'Occitanie. Donc, il faut être parfois un peu dire, on arrive à être créatif, original, aussi dans le sud-ouest. Et alors, initialement, c'est Rezado qui a été créé dès 2004. Donc, ça fait plus de 18 ans que Rezado existe dans le 82, et le rap est arrivé un petit peu après, dès 2007-2008, mais il y avait déjà le rap clinique, comme je vous disais tout à l'heure. Moi, j'appartiens à une équipe ressources, donc je suis pas tout seul. Je suis avec le docteur Pavone Séverine et Agnès Chamoy-Douglas, qui sont mes collègues. Moi, je suis à mi-temps sur le rap 31 et à mi-temps sur cette équipe régionale. Donc, qui est partie en fait d'une échelle départementale. Un collectif s'est créé et à partir de là, on a eu l'appui, le soutien vraiment de l'ARS pour créer l'équipe ressources. Alors, les dispositifs, les déclics, ce sont des dispositifs départementaux. Donc, ils ont des missions qui, je reprends très vite, le suivi des situations et l'appui aux professionnels, l'animation de réseaux de partenaires sur le territoire d'intervention. Le portage, il peut être différent. Le RAP, par exemple, le réseau Adolescence Partenariat, c'est une association. Rezado aussi, mais si je pense à Résilado, par exemple, pour l'Hérault, c'est un GCMS. Et si je pense à Parcours Ado dans le 81, pour les collègues du Tarn, c'est hospitalier. Donc, vous voyez, il y a différentes formes qui existent. Et ça appartient vraiment à chaque territoire. On parle de maillage depuis tout à l'heure, de réussir et de discuter et accompagner par l'équipe ressources pour choisir, et avec l'appui de l'ARS évidemment, et des départements, puisque c'est sur l'échelle départementale. Les principaux financeurs, donc je vous laisse lire, et la composition des équipes, c'est vraiment une complémentarité et c'est spécifique à chacun. Par exemple, Rezado, ils se sont construits avec une pédopsychiatre
et une équipe de psychologues, éduc, psycho. Très rapidement, le RAP 31, on a un plateau technique composé de pédopsychiatres, médecins, anthropologues, éducateurs, et j'insiste sur ce que disaient aussi les collègues précédents, sur l'aspect de complémentarité, de mise à disposition, le fait on a une collègue de la PJJ, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Et je parle sous le contrôle de la salle, mais il me semble qu'en 2016-2017, il y avait une expérimentation qui avait été mise en place par l'ARS pour croiser les stages de professionnels. Donc moi, par exemple, je m'étais retrouvé de la pédopsychiatrie dans l'éducation nationale, et on pouvait faire des choses comme ça. Ce sont des initiatives donc c'est qui a vraiment à renouveler. Donc, les réseaux, les déclics ont une méthode pour travailler. Alors, la méthode, c'est d'abord avoir une charte, puisqu'on travaille avec le consentement des parents. On ne peut pas travailler comme ça, sans rien. Chaque dispositif a une tranche d'âge, mais globalement, on a tous commencé avec l'adolescence et on s'ouvre sur les 0-25 ans, on en a parlé ce matin. Une fois qu'on a l'accord, on est d'abord sollicité par un professionnel, et après on recherche l'accord à travers la charte. Et une fois qu'on commence à avoir l'autorisation, très rapidement, il faut il y a l'éligibilité, très souvent on est d'accord, et il y a une reconstitution de parcours de vie. Dans la reconstitution du parcours de vie, c'est vraiment un travail parfois dans la recherche biographique d'archéologue. On va chercher très très loin. On peut aller chercher dans les témoignages dans la petite enfance, alors que ce soit de périnatalité, maternelle, crèche, école élémentaire, primaire, et après collège évidemment. Donc ça demande à la composition des déclics de faire le tour de tous les partenaires et de faire des conventions, ou pas, ou d'en avoir au moins oralement. Et donc on en a une aussi avec le tribunal, avec les juges pour enfants, les 8 juges pour enfants, en tout cas en ce qui concerne le RAP, pour pouvoir accéder au dossier. Et dans les dossiers, vous savez, c'est les greffières, quand elles vous voient arriver, bonjour monsieur Gauti, oui, alors c'est pour un tel jeune, et ils arrivent avec des dossiers vraiment bien épais, et on vous dit, attendez, je reviens avec l'autre dossier, vous êtes sûr que vous avez la journée pour tout lire? Ben oui, on va faire en sorte. Et donc ce travail d'investigation est de vraiment, j'insiste là-dessus, de parcours, c'est brique après brique qu'on reconstitue souvent avec des trous dans ces parcours de vie traumatiques. On essaie de revoir, de reconstituer le parcours de vie, le parcours de soins. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les réunions déclic. Donc là, à ce moment-là, il y a un tour de table qui est fait. Évidemment, tout le monde a signé la charte pour discuter du jeune. Et là, on est souvent dans des impasses, parce que quand on fait appel à nous, vous avez compris, c'est que on n'y arrive plus du tout. On peut plus mobiliser du monde, et parfois on peut plus même garder le jeune, et où il est soit aux urgences, soit au CDEF, soit à la rue. Et on se pose des questions, comment est-ce qu'on pourrait penser à nouveau, l'impensé. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est de repartir du récit, du récit du jeune, de la narrativité, pour remettre de la pensée autour. Donc s'oxygéner, et à ce moment-là, et on relit les parcours, on revoit la répétition à travers l'aide de nos pédopsychiatres et de l'aide, j'insiste, chacun depuis sa place, la clinique éducative, la clinique infirmière, mais aussi l'assistante familiale qui travaille, qui a beaucoup de temps avec le jeune et qui a des temps privilégiés. Et comme je disais, ça nous permet d'avoir une représentation du jeune plus précise, plus fine, mais aussi ça nous permet de comprendre en fait autour de la table, puisque tout le monde est convié au niveau des professionnels, que ce soit ceux qui ont connu le jeune avant, pendant, et parfois on invite ceux à qui on pense plus tard. Et autour, on se dit, on commence à discuter, et on se dit, mais moi en fait, je connais bien mes compétences techniques, mais je connaissais pas bien les compétences techniques, par exemple du CMP ou de la consultado, en se disant,
c'est pour la consultado en fait. Tout ce qu'on se dit, c'est pour la consultado. Non, en fait, je vois Marine sourire. Non, c'est un peu plus compliqué qu'il y paraît. Et si la clinique du jeune est là et partagée, et les professionnels autour, ils peuvent dire eux aussi leurs limites, et donc ça évite des malentendus, des points de crispation, parce que ce sont des jeunes qui amènent à beaucoup de tensions. Et qui, évidemment, nous amènent à se poser la question de notre propre disponibilité psychique pour accueillir toute cette souffrance. Parce que c'est pas si simple qu'il y paraît. Hop. Là, c'est simplement pour notre file active. Comme on est 6 réseaux, enfin 6 déclics, pardon, j'ai encore de mauvais réflexes. 6 déclics, c'était pour vous donner un petit peu la file active, et puis vous pouvez voir au niveau de la protection de l'enfance sur chaque département l'importance pour le parcours du handicap, etc., les mesures pénales. Je vous laisse lire et on pourra vous faire passer de toute façon le PowerPoint. Alors, les effets pour les jeunes, évidemment, c'est qu'on garantit une continuité de parcours. On sort un petit peu de la prise en charge purement soin, purement éducatif, comme je disais tout à l'heure. Pour les professionnels, c'est un moment aussi de traduction, parce que parfois, les psychiatres, la justice, au niveau de la PJJ, enfin chacun, les éducateurs, on a chacun notre champ lexical, et on a l'habitude d'essayer de traduire chacun depuis sa place. Parce que c'est pas si simple qu'il y paraît, la psychopathologie de ces jeunes-là. Et chacun a à en dire quelque chose. Donc ça permet aussi le fait de mieux se connaître, ça permet de monter en compétence, d'avoir accès aussi à de la ressource. Je sais pas si vous connaissez tout ce qui est RNV, c'est la résistance non violente. C'est vraiment intéressant de pouvoir s'intéresser aux stratégies d'escalade et de désescalade avec ces jeunes-là et comment on peut faire. L'impact économique, évidemment, puisque quand même, si on peut éviter les passages aux urgences non préparés, etc., parce qu'un passage aux urgences ou dans une unité de crise, c'est pas si ça peut faire des effets sur le jeune, notamment sur son adhésion et la confiance qu'il peut avoir envers un soignant. Sur le territoire, évidemment, il y a une interconnaissance des acteurs entre eux, une mutualisation des ressources, le décloisonnement dont on essaie tous de tendre vers ce fameux décloisonnement, même si c'est compliqué. Mais on fait confiance à l'intelligence collective pour essayer, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, pour essayer d'aider ces jeunes-là. 2 minutes. Merci. Alors, le pari de la complémentarité à travers les regards pluridisciplinaires avec les équipes, justement, qui sont de plus en plus mixées, avec de la mise à disposition, les stages croisés. Voilà, il faut vraiment essayer de faire en sorte de pousser et tendre vers cela. Alors là, sur les enseignements tirés de notre expérience, vous voyez, il y a quand même l'idée d'un lieu neutre pour pouvoir se confronter, s'affronter parfois, parce que ce sont des jeunes et on est sur des parcours parfois héroïques. Je vous le cache pas, quand ils portent plainte contre vous, parce que ils disent en tout cas que vous les avez attouchés, vous partez en garde à vue, on vous appelle le vendredi à 17h pour vous dire « Mohamed, qu'est-ce que tu penses là ?» Un chef de service pour vous dire « Il est parti en garde à vue, on sait que c'est un affibulateur, le jeune, etc. » Mais là, il y a la gendarmerie qui est venue. Bon, voilà, il y a ces choses très compliquées. Et donc, pour le travailleur social qui est parti, il faut réussir à y croire à nouveau. Donc, un lieu neutre, ça permet de pouvoir discuter de manière assez apaisée, de se dire on n'est pas sur de l'opérationnalité. Là, c'est vraiment de la clinique, on discute du jeune dans sa construction de sujets et de sujets à venir. Voilà, alors je vous ai laissé les enseignements tirés de notre expérience. J'aime pas trop lire les PowerPoint ou faire celui qui le lit, c'est pas très intéressant. Je vous laisse voir ça et on verra pour la suite pour les questions. Merci beaucoup, Mohamed.
C'était extrêmement intéressant. Donc on va passer à notre prochain intervenant, mais qui est du coup en distanciel. Donc ça va nous prendre quelques minutes pour gérer encore cette modernité un peu compliquée. Mais ça devra aller. Hein. Voilà. Donc je vais profiter du coup de cette petit laps de temps pour simplement vous rappeler donc cette histoire de questionnaire. Donc si vous pouvez prendre le temps à la fin de la journée ou alors dans les jours qui arrivent pour le faire en ligne, voilà, ce serait vraiment très utile pour nous. Voilà. Vous rappelez aussi l'existence du dossier de connaissances. N'hésitez pas à le partager aussi à vos collègues autour de vous. Enfin voilà, c'est vraiment une ressource qui est faite pour ça. Vous dire aussi que toutes les ressources qu'on a présentées aujourd'hui, les PowerPoints, les interventions, tout a été filmé. Les PowerPoints seront accessibles sur le site. Donc tout ça, vous serez informé par mail de cette suite. Et vous engagez aussi à aller sur le site du DRAPS, regarder les matinales, les matinales qui ont été faites, les conférences en ligne, donc les matinales de la recherche du DRAPS, parce qu'il y en a un certain nombre qui portent sur les jeunes, on en a fait une par exemple sur les réseaux sociaux et le rapport des jeunes à la sexualité via les réseaux sociaux. Enfin, voilà, il y a beaucoup de thèmes qui pourront vous intéresser. Bon, voilà. Je voulais d'abord vous saluer. Oui, et donc Dr Olivier qui est président directeur, c'est ça, de la FEREPSI. Voilà, oui, bonjour. Bonjour et très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, même si je suis malheureusement en visio, vous n'ayant pas pu venir à Carcassonne, je m'en excuse. Merci aux organisateurs, merci au DRAPS de nous avoir invités. Donc je me présente brièvement, je suis le docteur Olivier, je suis psychiatre à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, où je coordonne une unité d'hospitalisation psychiatrique à domicile. Et je suis également le président directeur de la FEREPSI, la Fédération régionale de recherche en psychiatrie santé mentale d'Occitanie. Voilà, et donc je vais partager mon écran et impeccable. Oui, donc je souhaiterais aujourd'hui vous présenter Viapsy, qui est un outil innovant qui sert à faciliter l'orientation et l'accompagnement en santé mentale. L'idée, c'est de vous aider, vous tous, professionnels ou usagers, à vous y retrouver un peu dans le labyrinthe de la psychiatrie. Alors le Viapsy est un répertoire pédagogique qui va regrouper l'ensemble des dispositifs et des professionnels qui font des propositions de soins, d'accompagnement, d'entraide dans le domaine de la santé mentale. Et donc je vais vous présenter ce site internet qui est un site pensé comme support à la fois pour les professionnels et pour les usagers, sans distinguo, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin de distinguer les deux choses. Et vous verrez que l'idée, la volonté de base est de représenter la santé mentale de façon déjà déstigmatisée et accessible à tous. Et c'est une demande qui est venue sortie vraiment de la base où tous les gens que nous rencontrons nous disons on n'y comprend rien dans le labyrinthe de la psychiatrie, c'est trop compliqué de s'y retrouver et ça serait vraiment bien qu'on ait quelque chose qui nous aide là-dessus. Et donc c'est Nicolas Navarro, le docteur Navarro, qui est porteur de ce projet au sein de la FEREPSI et qui a développé avec son équipe donc ce site. Alors, que vous dites? Donc, ce site est financé par l'ARS et la FEREPSI donc met en œuvre ce projet et nous sommes accompagnés donc par l'équipe Dr Navarro, vous voyez, et ses deux collaboratrices, Naïma Bellassan et Yannick Mauboucher-Kermarek. Donc, cette équipe Viapsy, qui est l'équipe de la FEREPSI, ça a été soutenu par deux prestataires, attendez, je vais un peu trop vite, deux prestataires qui sont BSI, qui est le prestataire informatique, qui est une entreprise d'informatique du Gard, qui a commencé à nous soutenir dans le cadre d'un mécénat d'entreprise, et puis une agence de communication qui est la Clé à Molette, qui est une agence toulousaine qui nous aide beaucoup dans tout ce qui est conception graphique, positionnement sur Internet et diffusion de l'information. Et puis donc à l'ensemble de ces différents groupes s'associent des comités de pilotage départementaux, parce que pour savoir ce qui se passe sur un territoire, rien de mieux que les gens du CRU et les gens qui effectivement vivent sur le terrain. Donc chaque département va être déployé grâce à un comité de pilotage et on s'appuie beaucoup notamment sur les projets territoriaux, les PTSM.
Donc c'est un site d'aide à l'orientation, mais c'est aussi, vous le voyez, un répertoire pédagogique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce répertoire pédagogique de l'offre locale en santé mentale? Ça veut dire qu'il va rechercher, mettre à votre disposition le maximum de ressources, que ce soit des médecins ou des psychologues ou des psychothérapeutes travaillant en santé mentale, tout ce qui concerne le sanitaire, le médico-social et le social autour de la santé mentale, les associations d'aide, mais aussi, vous voyez, tout ce qui est service de prévention et d'aide à distance en santé. Alors, effectivement, le plus complexe, c'est de savoir comment délimiter un périmètre pertinent et donc quelles sont les zones grises, parce que, effectivement, mettre l'adresse d'un psychiatre, ça paraît, ou d'un hôpital psychiatrique, ça paraît une évidence, mais il y a beaucoup de personnes, par exemple, toutes les personnes qui travaillent dans le développement personnel, par exemple, où est-ce qu'on les situe? Donc, il y a toute une zone grise un peu complexe. Pour résoudre ce problème-là, nous avons décidé de nous appuyer sur l'intelligence collective et notamment celle des comités de pilotage départementaux. Alors, ce périmètre, je vous l'ai dit, est l'élément le plus difficile à discerner, avec comme idée principale de conserver une spécificité en santé mentale. C'est pour ça que vous n'y trouverez pas, par exemple, les médecins traitants, mais avec un risque aussi de dilution de l'information et de diminution du service rendu si on mettait trop de monde, d'où l'idée c'était de préférer quelque chose d'utile à quelque chose de trop exhaustif. Alors je vous ai dit répertoire et pédagogique, on va essayer très rapidement de définir ces deux dimensions. Alors répertoire, parce que effectivement, d'abord il faut le valider. C'est là tout l'intérêt de l'équipe Ferepsi qui va servir de tamis dans l'implémentation des données et qui va permettre d'homogénéiser la présentation des données et de vérifier, de s'assurer que effectivement il n'y a pas de caractère promotionnel des informations données. Il faut également que ce répertoire soit unifié, c'est-à-dire qu'il faut construire une base de données qui soit solide, qui va utiliser différentes sources pour qu'on soit complet. Donc, ça va être des accès libres où des gens peuvent nous interpeller. Ça va être des conventions, notamment avec le ROR, le répertoire opérationnel de ressources de l'ARS. Et puis aussi, ce sera la recherche documentaire de l'équipe ELIAPSI. Mais il faut aussi que ce soit un répertoire actualisé. C'est-à-dire que le risque, c'est que très vite, les informations deviennent obsolètes. Et donc, il est nécessaire de combiner plusieurs stratégies. Donc, l'équipe de veille du comité de pilotage de chaque département va en faire partie. Et puis, il y a possibilité de remonter par les informateurs ou par les utilisateurs des informations erronées qu'ils auraient éventuellement repérées. Et d'autres stratégies comme des envois automatiques avec retour pour évaluer la pertinence des informations données. Et enfin, il faut que ce soit des infos d'un répertoire territorialisé permettant de définir effectivement l'offre de soins en santé mentale et en psychiatrie sur chaque territoire avec un maillage qui est adapté au territoire, c'est-à-dire qu'effectivement sur un département bien sûr comme l'Hérault ou la Haute-Garonne, probablement que le maillage sera un peu différent d'un département comme le Tarn-et-Garonne ou la Lozère. C'est dans cet ancrage territorial vraiment qu'on se situe. D'ailleurs, bientôt le site sera amélioré puisqu'on aura une cartographie qui facilitera encore plus l'orientation. Voilà. Et donc cette notion de territoire est très 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 importante pour nous. Je vous ai dit répertoire, mais je vous ai dit aussi pédagogique. Pourquoi? Bien l'intérêt de l'équipe Ferepsi, c'est d'abord de vous présenter quelque chose qui est dans un bel écran avec une dimension esthétique. Et on s'est appuyé pour cela sur deux illustrateurs, Olivier Balès, que vous connaissez peut-être, qui est un illustrateur connu, qui travaille beaucoup dans la presse et qui aussi dessinateur de BD, et qui présente un carrousel pour rendre ce site très esthétique et à la fois déstigmatisant. Et puis Léa Germain, qui est une illustratrice qui effectivement va accompagner pas à pas l'utilisateur tout au long de la recherche. Voilà, donc là c'est le moment le plus périlleux pour moi puisque je vais essayer de basculer sur le site lui-même pour essayer de vous le montrer dès que ça sera. Alors évidemment, il faut que je ferme ça, voilà, je sais pas.
Est-ce que vous le voyez à l'écran? Donc, vous voyez le site. Voilà, le site est donc assez simple. Vous voyez avec un accueil, des recherches qui peuvent être soit par critères, soit en recherche guidée. Il va y avoir la possibilité de s'intéresser aussi à ce qu'on a appelé bon à savoir, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la santé mentale, la psychiatrie, donner aussi des définitions où vous orientez sur qu'est-ce que c'est qu'un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, vous orientez pour ceux qui cherchent une urgence très rapidement vers les sites d'urgence, et puis vous voyez par exemple tout un tas d'ICO qui vont vous donner toutes les définitions des dispositifs, de tout ce qui existe en psychiatrie. Mais si on part de l'accueil, vous voyez que vous allez être guidé par APA et il va y avoir en fait, bon pour l'instant sachez que, j'ai oublié de le dire mais c'est important puisque c'est un projet régional, il est aujourd'hui ouvert sur 7 départements sur les 13, les 6 derniers devraient être ouverts dans les mois qui viennent, normalement au début 2023. Les 13 départements d'Occitanie seront mis sur le site. Sachez également qu'il y a un projet national. Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec le ministère et la DGOS pour que ce site soit nationalisé et puisse être déployé sur l'ensemble du territoire national. Mais on n'en est pas encore là. Donc, vous voyez, vous pouvez partir soit sur des recherches par critères, soit sur des recherches guidées. Si vous souhaitez être accompagné, par exemple, si on prend cette option, voilà, vous voyez qu'on va vous guider pas à pas. Alors, par exemple, mettons que j'habite sur Toulouse, on va faire ça rapidement. Admettons donc avec un code postal qui est de 31 000, que j'habite où vous voulez à Toulouse, mettons on va aller à Jean Jaurès. Ça sera le plus simple, voilà. Donc, on va vous demander quelles questions. Ça s'adresse à qui? Ben, c'est pour un adulte. Donc c'est bon, on peut continuer même si on couche pas tout, c'est pas un problème. Là je sais pas ce qu'il faut sélectionner parce que j'ai des images qui me gênent. Voilà, donc là on me demande de sélectionner. Voilà, vous voyez, on peut choisir si c'est des publics spécifiques. Est-ce que c'est une aide aux agriculteurs? Est-ce que c'est des aidants ou l'entourage de personnes en difficulté? Par exemple, admettons que j'ai un enfant qui me pose problème, donc je vais plutôt cocher ça. Mettons que c'est un enfant qui aurait, on va dire, 21 ans, qui me préoccupe, que je souhaite soit une ligne d'écoute, on peut mettre ça, de l'écoute et du soutien, et puis je suis dans une situation de crise et je voudrais savoir effectivement où aller. Et vous voyez que par quelques clics assez rapides, on va assez directement vers les bonnes personnes. Donc c'est au hasard que j'ai mis. Donc vous voyez là, vous allez avoir le listing des différentes écoutes ou numéros de téléphone si vous avez besoin d'être accompagné, enfant, etc. L'UNAFAM, l'écoute défense, médecin, l'association MO, l'alcool infoservice, drogue infoservice, écoute cannabis, etc. pour les joueurs. Et puis si vraiment par exemple vous avez un problème d'avis de suicide, vous voulez vous intéresser au 3114, vous allez voir la fiche et vous voyez que chaque fiche très rapidement s'ouvre avec à la fois une présentation succincte, savoir à qui ça s'adresse, quels sont les publics, en quoi ça consiste effectivement. Là, par exemple, c'est une écoute, un soutien national pour la prévention du suicide et à qui ça s'adresse, aux particuliers, comment faire pour s'y adresser, appel direct, d'écoute gratuite et confidentielle. Vous pouvez imprimer si vous voulez la fiche ou signaler une erreur si vous voyez une erreur. Et vous voyez qu'on peut comme ça très facilement aller d'une recherche à une autre et retrouver à peu près tous les établissements si vous cherchez un ITEP pour votre enfant, si vous cherchez un IME, si vous cherchez un ESAT, un GEM, les coordonnées d'un hôpital ou d'un service, vous les trouverez sur ce site. Vous voyez en quelques clics assez rapidement avec un périmètre qui est rapidement accessible et pertinent. Voilà, je crois que je suis dans les temps. Et j'espère avoir fait un peu le tour. Je ne sais pas si vous souhaitez, on va arrêter le partage. Voilà, si vous souhaitez poser des questions ou si vous le faites après, je ne sais pas. Je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Alors effectivement, vous faites bien de le mentionner, on va passer à un temps d'échange avec l'ensemble des intervenants de ce début d'après-midi. Donc si vous pouvez revenir sur scène, pour ceux qui ont parlé, vous installer sur les fauteuils. Donc Monsieur Rigolo, Madame Potier,
J'ai plus mon programme en tête. Mohamed, Monsieur Gaouti. Et mes collègues Karen et Margot. Ben non, je vous oublie pas, hein, ce serait trop facile. Donc on va passer un petit temps de questions. Oui, alors c'est à nouveau Madame Bata. Alors moi je viens avec encore un sujet on n'ose pas trop aller dessus, mais on parle d'orientation, on parle de maillage, et je vais rebondir un peu sur la remarque de la collègue infirmière de ce matin. C'est la question des informations à caractère secret qu'on peut partager. Le milieu éducatif, en fait, quand on travaille dans le milieu social ou médico-social, on est heurté souvent. Alors, soit on n'est que infirmière, donc un médecin ne parle pas avec une infirmière, ne transmet pas d'informations. Des fois, qu'on appelle un CMP, on peut être buté au secrétariat en disant, on peut pas aller au-delà pour avoir des informations. Il y a des collègues il y a des fois des professionnels. Enfin, on peut aussi avoir des médecins qui jouent le jeu et qui partagent. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai été recrutée parce que je suis infirmière, pour pouvoir faire le pont entre les éducateurs et le milieu sanitaire. C'était un choix qui a été fait par le directeur territorial pour que je puisse bénéficier d'avoir des informations dites du secret professionnel. Et c'est un sujet qu'on a, dès qu'on commence à aller dessus, c'est compliqué de baliser pour qu'on puisse de chacun de sa place faire son boulot, notamment du boulot des éducateurs qui, s'ils n'ont pas d'informations suffisantes et nécessaires, je dis pas qu'il faut qu'ils aillent il y a des lois, donc on doit les respecter. Mais en tout cas, que les informations nécessaires et suffisantes puissent arriver jusqu'au secteur éducatif pour qu'ils puissent faire aussi de leur place le travail avec un sentiment de sécurité, parce que ne pas savoir, des fois, ça crée de l'insécurité en disant c'est plutôt du psy, on va relancer, après on rentre dans les débats. Voilà, donc c'est cette question-là, en fait, comment on partage et comment on maille, notamment quand on arrive à travailler en réseau. Alors, très modestement de ma place, moi je dirais que le secret professionnel partagé, ça fait partie des trucs qui sont pas très bien connus, maîtrisés par tout le monde. Donc on a toujours beaucoup de flou, je trouve, dans l'exercice de ce moment-là de partage d'informations. Donc il y a, à mon avis, une nécessité à repréciser un peu des choses, peut-être à simplifier les textes aussi, et à faire en sorte que cette information soit bien connue, partagée, parce que je crois qu'on est d'autant plus en capacité d'interagir avec quelqu'un qu'on connaît son champ d'intervention, son cadre. Et donc, on sait aussi ce qu'on peut en attendre dans cette interaction-là. Et je montrais en généralité pour travailler cette question du réseau. Je crois que dans le travail de réseau, on a un saut qualitatif à faire qui consisterait à passer d'une posture à une autre. Souvent, le réseau, il est interpellé de ma place de professionnel, je vais y chercher de la ressource. J'ai besoin des autres. Et donc, je vais dans cet espace-là pour venir chercher de l'information. Et je crois qu'on a un saut qualitatif à faire si on arrive à sanctuariser ce temps de travail de réseau, à faire qu'il soit reconnu, qu'il devienne une pratique quotidienne, qui nous permettrait de passer d'une posture où je viens chercher quelque chose à une posture où je viens amener quelque chose. Et si on envisage le travail collectif comme un espace dans lequel non seulement on vient chercher des choses, mais on peut aussi être reconnu comme un contributeur pour venir éclairer quelque chose, on gagne un saut qualitatif et on peut se mettre à partager pas forcément une information précise clinique, mais on peut partager une préoccupation collective autour d'un adolescent. Et je crois que plus on active ce travail de réseau, plus on prend le temps de le reconnaître comme un travail, comme un temps de travail nécessaire, indispensable, et plus on va pouvoir évoluer dans cette pratique de travail de réseau pour passer d'une posture à l'autre. Non, moi, tout à fait. Je voulais juste ajouter qu'il y a aussi comment on travaille cette question-là avec les jeunes. De notre point de vue aussi, l'idée c'est de qu'est-ce qu'ils en disent de ça. C'est-à-dire est-ce qu'ils nous autorisent aussi à en parler avec qui, comment. Enfin voilà. Je crois qu'il y a aussi tout ce travail-là. À faire, et c'est dans ce travail en réseau qu'on fait tous ensemble, on voit bien que les pratiques elles sont différentes d'une structure à un autre, d'un fonctionnement à un autre, et c'est vrai que côté maison des ados, et moi je travaille aussi avec les points accueil écoute jeunes, on a cette limite qui fait que qu'est-ce que le jeune finalement nous autorise aussi à partager.
et pourquoi finalement, qu'est-ce qu'on va partager. Et très souvent, quand on leur demande, c'est assez rare qui refusent. Hein. Mais est-ce qu'on leur a demandé? C'est pareil aussi pour les familles. Enfin, on n'a pas forcément besoin, nous, enfin, on travaille pas avec un truc signé, etc. Mais c'est vraiment cette question-là, elle doit aussi être abordée avec le public qu'on accompagne. C'est-à-dire que quel enjeu il y a aussi avec eux dans ce transfert d'informations. Oui, moi juste pour compléter un petit peu, par rapport, c'est toujours une question, parce que, par exemple, j'ai parlé des réunions, mais j'ai pas précisé parce que chaque déclic a sa nomination, vous avez compris, c'est très protéiforme et lié au territoire. Donc nous, par exemple, sur Toulouse, on appelle ça des RCP, des réunions de concertation partenariale ou pluripartenariale. Et avec l'équipe technique médicale, le docteur Vigne vous en parlerait mieux puisqu'il était à l'origine. Ils ont été voir l'ordre des médecins. On revient à l'histoire de la confiance aussi. Et moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est comment on passe du relais au relié. Comment est-ce qu'on réussit à être reliés les uns aux autres. C'est pas si simple dans le cadre juridique parce qu'effectivement, il existe des jurisprudences. Vraiment, mais en même temps, par rapport à ce qui a été dit à l'instant, il faut aussi permettre aux usagers, aux jeunes, de pouvoir en dire quelque chose. Et quand ils peuvent en dire quelque chose, c'est vraiment intéressant. Je pourrais passer l'après-midi à en parler par rapport aux jeunes et ce qu'ils peuvent en dire. Mais bon, on va voir pour d'autres questions, je ne sais pas si... Madame Larry, je suis la collègue de Madame Batam sur la PJJ 6611. J'ai 2 petites questions. La première, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les jeunes qui sont inclus dans les réseaux ont environ eu 7 équipes qui sont intervenues auprès d'eux. Donc moi, je m'interrogeais sur la question des ruptures de parcours et comment, quelque part, on pourrait travailler une notion de coordination de parcours. Qui pourrait être le coordinateur d'un parcours de santé pour un jeune? Je crois que c'est ça. Enfin, je pense que là, on a vraiment une vraie question à se poser. Est-ce qu'on peut nommer des case managers? C'est une question. Et la deuxième question, vous parlez de dispositifs où il faut beaucoup aller vers. Et moi, je me posais la question des équipes mobiles. Je reviens d'un colloque à Ajaccio sur les équipes mobiles en psychiatrie. Je trouve que c'est une plus-value dans les territoires où on est en difficulté sur des délais d'attente de consultation. Les équipes dans certains territoires sur des unités d'hébergement ont besoin d'un avis immédiat, ont parfois besoin d'être simplement rassurés sur la réponse qu'ils peuvent apporter aux jeunes et à leurs familles. Et vraiment là, moi, il me semble qu'il y a besoin de travailler cette mobilité de l'aller vers. Alors, merci pour votre question. Alors moi, vous avez compris, j'ai été sur une équipe mobile, même la première équipe mobile en pédopsychiatrie avec le docteur Jousselin. Je souscris tout à fait à ce que vous dites, si ce n'est que je mets un petit bémol après au faire être pompier, parce que on peut se retrouver dans des situations très très compliquées. Donc bon, il y aurait beaucoup à en dire aussi. Mais effectivement, plus il y aura d'équipes mobiles, plus ce sera intéressant et on revient à cette question d'être relié, en tout cas selon moi. Après, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais il y a l'idée sur le RAP 31 par exemple, on y pense beaucoup au case manager. On fait déjà beaucoup de fils rouges dans les déclics, mais effectivement, il y a toujours cette idée du case manager, mais il faut qu'on se l'approprie. Alors, on a été formés, le docteur Vigne et moi, vraiment au case manager, mais la façon dont on doit se l'approprier, les équipes, etc., il y a encore un pas à faire. Et il faut surtout avoir des espaces réflexifs comme on peut avoir aujourd'hui, et je remercie tout le monde pour ça, pour pouvoir en discuter, puis que ça arrive, parce que case manager, en fait, pour certains, c'est presque un gros mot. Avec d'autres personnes, pour en discuter, qu'est-ce que c'est qu'un case manager? Bon, voilà. Si je peux compléter, sur la question de la coordination de parcours, pour qu'il y ait coordination, il faut qu'il y ait parcours.
Il n'y a pas toujours parcours. En MDA, on parle beaucoup d'une clinique du dessaisissement, c'est-à-dire c'est des ados qui viennent, qui disent s'appeler Kevin alors qu'ils s'appellent Jean-Paul, qui viennent déposer des choses très compliquées puis qui s'en vont. Et parfois on les revoit pas, donc l'équipe reste avec ça, c'est très compliqué. Et pourtant c'est un quotidien, donc il faut apprendre aussi à cette forme d'impuissance qui est la nôtre, mais quand même qui permet à un adolescent, une fois qu'il a testé la capacité de l'équipe à résister à cette première étape, dans ce sas d'apprivoisement, il peut revenir 15 jours après, etc. Donc ça, on a décidé de sanctuariser ça. Simplement pour dire, je crois que la coordination de parcours, elle se pose en fonction d'un niveau de gradation de complexité. On peut très bien avoir un adolescent qui est repéré par une infirmière scolaire, et l'infirmière scolaire endosse cette responsabilité-là de dire c'est moi que tu es venu voir, je t'oriente vers, et je m'assure, c'est un peu ce qu'on entendait tout à l'heure, je m'assure que quelque chose est mis en place, que quelque chose est suivi. En fonction du niveau de complexité du parcours, on peut avoir des professionnels qui ensuite se passent le relais. En MDA, on peut coordonner des parcours de plus en plus complexes, multi-partenariaux, multi-institutionnels. En déclic, on peut coordonner des parcours d'adolescents complexes pour lesquels il y a une complexité qui est liée à un épuisement des équipes professionnelles qui sont en charge de cet adolescent-là. Donc je crois que tout dépend du niveau de gradation de la complexité dont on parle, mais chaque professionnel, je crois, qui repère et qui oriente, doit pouvoir se mettre en situation assez naturelle d'être en vigilance. Pour ça, moi, j'aime bien ce que tu dis du côté de la reliance et puis d'être dans une préoccupation partagée. Comment je garde une préoccupation pour cet adolescent qui, quelque part, lui signifie qu'il a une valeur, là où parfois il peut être en posture très dépréciative pour lui. Et puis sur l'autre question qui était autour de, j'ai oublié, la mobilité, l'aller vers. Donc ça, c'est vraiment des défis qui nous attendent sur les MDA, parce qu'on est dans cette vocation départementale. Et on voit bien on a fait beaucoup des choix assez faciles. En MDA, on est allé s'implanter sur des territoires où on avait réussi à construire un petit réseau de partenaires, etc. Il y a des territoires où on est encore très très mauvais. Je pense au secteur des banlieues, par exemple. On voit très peu de gamins des cités dans les maisons des adolescents. Il y a d'autres barrières. Il y a la mobilité physique, il y a la mobilité psychique, il y a la question de la culture du soin, qui sont pour nous encore des frontières difficiles à dépasser. Et ça fait vraiment partie des enjeux à construire pour demain en lien avec la politique de la ville, etc. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Thomas Guet, je suis responsable d'une MEX à Foix pour les PEP 09. On regardait par rapport à la question des déclics, il y a des départements où il n'y en a pas encore. Comment ça se fait? Est-ce que c'est en voie de développement et est-ce qu'on peut espérer avoir accès rapidement à ce genre de dispositif? Merci. Eh bien, merci pour la question, parce que c'était quand même ma mission principale que de dire que effectivement, il y a l'idée quand même de l'ARS, c'est de déployer, donc ma mission avec ma collègue Agnès Chamaillou-Douglas et le docteur Séverine Pavoine, c'est de rencontrer l'ensemble des partenaires, quels qu'ils soient, pour essaimer les déclics sur les territoires non pourvus. C'était la même. Voilà. On va échanger les numéros, oui. Bonjour, moi je suis Christine Ferrand, je travaille à l'INSERM à Toulouse. J'avais juste une remarque sur un référent qui suivrait le parcours de soins de l'adolescent. Je pense que c'est aussi l'adolescent qui, quelque part, va choisir, même si dans un cas que je connais, c'était plutôt une pédopsychiatre. Et ce qui est important, effectivement, c'est de pas lâcher l'adolescent. Ça aussi, c'est une expérience d'une psychologue, justement, parce que ça a commencé à être des troubles plus graves, des troubles psychotiques ou je sais plus la définition exacte des psychiatres, mais voilà, des angoisses un peu de type psychotique. Voilà, je crois que c'est ça. Et la psychologue finalement qui a passé le relais, mais voilà, c'est des figures en fait que l'adolescent va choisir. Hein. Certains vont lui plaire, d'autres pas. Ça, c'est assez personnel. Après, j'avais une autre remarque parce que on n'a pas parlé de ces adolescents qui vont très mal et qui refusent tout soin. Je sais qu'il en existe et il me semble que les garçons sont plus concernés par. Enfin, que les filles, disons, sont plus observantes. Donc, je voulais savoir s'il y avait des données là-dessus sur des adolescents parce que moi, je suis aussi une maman qui a été confrontée à ce problème, mais c'est ma fille et franchement, jamais je m'étais dit que, en fait, ma fille a jamais refusé les soins et ça, c'était déjà énorme.
Donc voilà, on n'a pas parlé de ce sujet-là. Et dernière question que j'aurais, excusez-moi de monopoliser la parole, on parle de maillage. J'ai aussi été confrontée au juge des enfants, et ce qui a été assez perturbant, et pour l'adolescent, et pour les parents, et pour les proches, c'est que finalement la décision du juge des enfants, alors souvent le juge, c'est pas toujours le même qu'on revoit, la décision se fait souvent en 1 heure en fait, hein, et finalement la décision allait à l'encontre de ce que préconisaient les soignants, la pédopsychiatre, la psychologue qui suivait ma fille en l'occurrence. Donc, comment se fait ce maillage en fait au-delà avec notamment le juge des enfants? Merci. J'ai pas de réponse toute faite, mais évidemment, alors il y a plusieurs questions et elles sont pas si simples qu'il y paraît. Évidemment, concernant le juge, j'ai été souvent, lorsque j'étais en équipe mobile, à rencontrer et à être des fois avec le juge, les parents, l'ado et le référent ASE et Mohamed, tu es du soin, tu vas prendre le jeune juste après avec toi et puis tu vas l'amener vers le soin, non, ça va se régler comme ça l'histoire. Mais en fait, ce sont des jeunes souvent qui se comportent en fonction des lieux de manière différente. Donc moi là, je suis pas pour dédouaner la décision souveraine de justice, c'est comme ça qu'on dit, ça leur appartient, mais ils ont quelque chose qui est pas simple. Ils sont à la fois instructeurs, ils sont à la fois décideurs, ils sont sur le pénal et la protection. C'est une fonction bien difficile et bon, voilà, c'est comme je vous dis, c'est pas pour les dédouaner, mais ils essaient d'avoir un maximum d'informations. Et là, par exemple, sur nos RCP, nos réunions de concertation partenariale, les magistrats demandent à avoir nos comptes rendus. Ce sont des comptes rendus médicaux qui sont faits, en tout cas pour le RAP, et pour les aider à la décision. Ils ont besoin de beaucoup d'aide à la décision. Concernant l'aspect plus de la claustration pour les jeunes, on a vu ça beaucoup en fait, c'est le phénomène Hikikomori. Alors, je ne sais pas les données ici en France, on pourra poser la question peut-être après, mais oui, on a vu ça monter en flèche dès 2009, moi en 2014 on en a vu quelques-uns, et puis en fait l'effet sous cloche plus l'éco-anxiété et puis tout ce qu'on pourrait décrire après, mais les psychiatres le feront bien mieux que moi. On a vu monter ça en flèche effectivement avec des parents qui sont à bout, et donc si j'ai un message aussi à faire passer, c'est d'aider les parents quand même, l'aide à la parentalité, parce que je travaillais en même temps sur l'aide à la parentalité, sur comment reconnaître les compétences et les difficultés de leurs enfants pour pouvoir les réamener vers le soin, parce que c'est pas si simple qu'il y paraît. Et j'ai une anecdote où un jour un papa m'a dit là, si vous venez pas, je mets mon fils dans le coffre et je l'amène aux urgences. Donc voilà, on en arrive à des choses quand même comme ça. Alors peut-être juste rapidement, c'est moi qui parle. La maître du temps, voilà. Juste 2 minutes et on conclura là. Non, alors l'idée c'était peut-être effectivement de revenir sur la question des ruptures, ou peut-être de la manière de penser aussi la prise en charge. Enfin après, nous, Maison des ados, on travaille pas trop avec les juges pour enfants. En tout cas, on peut les avoir peut-être souvent les parents. On a des parents qui sont souvent en conflit parental, avec des ados qui subissent souvent ce conflit et qui sont pris comme objet de ces questions-là. Donc c'est d'où l'intérêt de séparer un peu les espaces pour les parents d'un côté, pour le jeune de l'autre. Je trouve que ça c'est une bonne matière en tout cas d'essayer de travailler cette question-là. Et après sur comment on va effectivement faire alliance, c'est-à-dire des fois on va faire alliance avec le jeune et moins avec le parent. Comment on va faire alliance avec le parent et des fois un peu moins avec le jeune. Enfin voilà, c'est quand même pas évident. Et après, moi, je voulais revenir sur la question des garçons, des filles, qui. Alors, dans beaucoup de maisons des ados, il y a quand même un équilibre. Alors, il y a un petit peu plus, mais ça dépend des années. Enfin voilà, c'est pas spécifique. Je trouve qu'il y a quand même un certain équilibre garçon-fille.
quand même qu'on remarque sur les maisons des ados. Et du coup, après, voilà, c'est comment chacun va se servir de cet espace de parole. Alors effectivement, des fois les filles, elles sont plus aptes à, enfin, ou en tout cas, elles saisissent des fois plus facilement la question de la parole. Mais c'est pas vrai en fait quand on travaille cette question-là et qu'on l'ouvre aussi pour les garçons. Et du coup, ils s'en saisissent. Alors ils mettent peut-être des fois un peu plus de temps. Et c'est ce qu'on disait, c'est des allers-retours. Hein. Aussi, c'est la confiance, tout ce qu'on va pouvoir travailler avec ces jeunes pour qu'ils puissent y revenir et se dire que je peux déposer quelque chose et c'est pas trop dangereux, ni pour lui, ni pour ses parents. Je vous propose de faire une très courte pause. Et merci beaucoup pour la qualité de ces échanges, toujours trop courts.